Bienvenue à notre webinaire intitulé Dépister et évaluer pour prévenir les chutes chez la personne âgée, présenté par Loop, la communauté engagée pour la prévention des chutes. Je m'appelle Hélène Gagné, je suis la directrice de programme en prévention à la Fondation ontarienne de neurotraumatologie. La Fondation est un organisme à but non lucratif qui subventionne les communautés de pratique Loop et Loop Junior, ainsi que la campagne annuelle du mois de la prévention des chutes. Comme vous pouvez le constater, nous utilisons la plateforme Zoom, soit la version anglaise. Je présume que vous êtes tous familiers avec cette plateforme. Toutefois, si ce n'est pas le cas et vous avez une question d'ordre technique durant la présentation, écrivez-la dans la boîte de clavardage « Chat » située au bas de votre écran. J'aurai un œil sur cette boîte tout au long de la présentation. Vous pouvez aussi me transmettre un courriel à hélène.gagné@onf.org. Je vais l'inclure dans la boîte de clavardage sous peu. Je travaillerai avec vous pour régler tout problème technique le plus rapidement possible. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et dans une semaine environ, je vous transmettrai la présentation PowerPoint ainsi que le lien vers l'enregistrement sur YouTube. Vous pouvez aussi transmettre vos questions sur le sujet du webinaire aux conférencières et conférenciers à l'aide de la boîte de questions en bas de votre écran. Toutes ces questions feront l'objet d'une période de questions à la fin du webinaire. Vous pourrez lire dans cette boîte seulement vos questions à vous, pas celles posées par les autres participants. Pour faciliter le déroulement du webinaire, veuillez utiliser la boîte de clavardage chat pour toute question d'ordre technique. J'aimerais maintenant vous présenter les conférencières et conférenciers d'aujourd'hui. La première conférencière est Dominique Cardinal, qui est gestionnaire du volet formation au Consortium national de formation en santé, volet Université d'Ottawa. Dominique sera suivie de sa collègue Caroline Boris, qui est coordonnatrice des projets de formation au Consortium national de formation en santé, volet Université d'Ottawa. Finalement, Dr. Richard Louis, qui est le spécialiste provincial de la prévention des blessures pour le programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick, prendra la parole. Je vous invite à consulter leurs biographies respectives sur l'annonce du webinaire que vous avez reçu ou sur Loop. Sans plus tarder, je cède la parole à Dominique qui pourra maintenant partager son écran. Merci beaucoup, Hélène. Donc, on va partager effectivement l'écran. Donc, je vais dire d'abord bonjour et bienvenue à tous. Donc, merci d'assister à ce webinaire sur la prévention des chutes. Donc, comme Hélène a dit, on est 3 conférenciers, tous très passionnés de la prévention des chutes. Donc, on va vous parler à tour de rôle de chacun des différents éléments. Donc, les premiers objectifs, si on peut dire les objectifs de la présentation qu'on va tenter d'atteindre aujourd'hui, c'est premièrement, Caroline, tu peux tourner la page. Donc, le premier objectif, c'est de vous faire connaître les éléments à évaluer dans chacune des catégories des facteurs de risque de chute. Vous allez voir qu'il y a 4 grandes catégories dont on va vous parler aujourd'hui. Deuxième objectif, c'est de vous faire découvrir des ressources qui vont vous aider, qui vont vous outiller dans la prévention des chutes. Donc, pour commencer, je vous fais une brève mise en contexte. Donc, vous savez qu'au Canada, il y a un changement démographique important qui se produit depuis plusieurs années. Donc, on voit sur le graphique une courbe en jaune. La courbe en jaune, ça représente les enfants qui sont âgés de 15 ans et moins. Et la courbe en bleu, ça représente le nombre de personnes âgées qui croissent depuis justement 2015. En fait, 2015, c'est une année importante. C'est une année où il y a eu justement, tout a bousculé un peu. La pyramide des âges s'est inversée et le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a dépassé pour la première fois le nombre d'enfants âgés de 15 ans et moins. Et à partir de là, on voit vraiment que la courbe augmente chez les personnes âgées. On sait que les personnes âgées, il y en a de plus en plus qui vivent de plus en plus âgées. On sait aussi qu'en 2036, les baby boomers vont être rendus à l'âge fatidique, de 65 ans et plus. Donc, à ce moment-là, on sait qu'une personne sur 4 sera âgée de 65 ans et plus. Et on sait aussi que le groupe des 85 ans et plus, c'est le groupe qui croît le plus rapidement en ce moment. Moi, je suis physiothérapeute de formation et je peux vous dire que dans les cliniques, avant d'avoir des gens qui venaient nous voir qui avaient 85 ans, c'était l'exception. Maintenant, c'est vraiment c'est la règle. On voit beaucoup de personnes âgées, 85 ans et plus, qui viennent pour recevoir des soins.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, il faut qu'on adapte, en fait, nos soins, il faut qu'on adapte nos services, il faut qu'on s'outille différemment pour cette clientèle-là qui ne cesse d'augmenter. Et pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, bien évidemment que plus les gens vieillissent, plus ils sont à risque de chute. Donc, c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui dans notre présentation. Donc, pourquoi ça nous préoccupe? En fait, parce que les conséquences de chuter sont graves. Première conséquence très grave, c'est les décès qui suivent certaines chutes. Donc, je vous lis cet énoncé-là en premier. Puis, je vous dis, les chutes représentent la deuxième cause des décès chez les 75 ans et plus. Est-ce que vous me diriez que c'est vrai ou c'est faux? Puis, vous pouvez répondre dans le chat. On va juste voir votre réponse. Donc, vous me diriez vrai ou faux à l'énoncé qu'on vient de vous lire. J'en ai quelques-uns. Vrai, 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 vrai. Tout le monde, il y a vraiment consensus. Mais en fait, c'est faux parce que c'est la première cause de décès. Donc, c'est 65 ans et plus. Certains auteurs parlent d'une deuxième cause, mais quand on augmente à 75 ans et plus, c'est vraiment la première cause de décès. Et bon, bien, c'est sûr que le décès, c'est la conséquence la plus grave. Si on n'en décède pas, on a quand même, les personnes âgées vont avoir des pertes fonctionnelles qui peuvent être très importantes suite à une chute. Puis évidemment, la plupart des gens qui chutent vont avoir de la difficulté à continuer à vivre à leur domicile. Donc évidemment, ça occasionne aussi des cas sur le système de santé. Donc on voit que les conséquences peuvent être graves et c'est pour ça qu'on s'attarde à ce sujet-là, entre autres aujourd'hui, puis qu'il faut qu'on s'y attarde de plus en plus. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais vous définir une chute. Ça a l'air drôle de définir une chute parce qu'il me semble qu'on sait tous ça veut dire quoi tomber, mais j'aime la précision que l'Agence de santé publique du Canada apporte à la définition des chutes. Ils disent une chute, c'est un changement soudain et involontaire de la position d'une personne à un niveau plus bas, tel que sur un objet, sur un plancher, avec ou sans blessure. Et la précision importante pour moi, c'est quand on dit tomber plus bas sur un objet. Parce que quand on demande aux personnes âgées, êtes-vous tombé? Premièrement, souvent, ils sont gênés de nous dire qu'ils sont tombés. Puis, deuxièmement, s'ils ne sont pas tombés sur le plancher, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas chuté, justement. Mais quand on pose la question, souvent, je vais reposer la question différemment à mes personnes âgées. Je vais dire, est-ce que quand vous vous levez, des fois, vous retombez dans votre divan? Ou est-ce que ça vous arrive de trébucher, puis là, vous vous rattrapez sur votre lit ou sur une chaise? Donc, quand ils nous disent oui, on sait que c'est des gens qui chutent, en fait, selon la définition de l'Agence de la santé publique. C'est des gens à haut risque et il faut intervenir à ce moment-là. Donc, on rentre dans les facteurs de risque. On vous a dit, le premier objectif, c'est que vous connaissiez un petit peu les éléments à évaluer dans chacune des grandes catégories. Les grandes catégories identifiées là, sur la diapo, c'est celles identifiées par l'Agence de la santé publique du Canada. En fait, un individu qui a plusieurs facteurs de risque dans chacune de ces catégories-là va être plus à risque de chute, évidemment. On a des facteurs de risque environnementaux, les facteurs de risque biologiques, les facteurs de risque socio-économiques et comportementaux. Donc, on sait qu'une chute, ça, dans les écrits, il y a consensus, c'est souvent multifactoriel. Donc, c'est important que l'évaluation, quand on fait une évaluation de nos personnes âgées qui sont à risque de chute, qu'elle soit également multifactorielle, puis que notre intervention par la suite suive la même logique, qu'elle soit une intervention multifactorielle. Donc, je vais regarder avec vous, moi, la première, les facteurs biologiques, puis Caroline va pouvoir poursuivre avec les autres catégories. Quand on parle des facteurs biologiques, il y a les facteurs qui sont non modifiables. L'âge, par exemple, malheureusement, je vous apprends aujourd'hui que ce n'est pas modifiable. Donc, le problème avec les chutes, c'est que plus on vieillit, en fait, plus on est à risque de chute. Ça, c'est clair là, dans les écrits. Ensuite, facteur non modifiable, c'est le sexe. Les femmes, entre autres, chutent plus que les hommes. Puis évidemment, si la personne aînée a plus de maladies, d'arthrose, de Parkinson, d'Alzheimer, on sait qu'ils sont plus à risque de chute également. Ça, c'est les éléments qu'on ne peut pas modifier. Par contre, dans les facteurs biologiques, il y a tous les éléments qu'on peut modifier. Et souvent, moi, je dis qu'il faut briser le mythe parce que ce qu'on peut modifier, c'est la force, la souplesse, l'amplitude. Et souvent, les personnes âgées ont l'impression que parce qu'ils sont, ils vont dire, bien, je suis vieille, ça ne change pas la force. Et là, c'est là que c'est important. Notre rôle, c'est de dire, non, effectivement, ça change quand même. Et quand les personnes âgées s'investissent vraiment dans de la rééducation, on voit des changements même très, très importants. Donc, c'est important d'évaluer ces facteurs biologiques-là, justement, parce qu'on peut intervenir puis que ça change la condition, ça améliore la qualité de vie. Donc, si on regarde comment on évalue, parce qu'on est toujours dans l'évaluation aujourd'hui, comment on évalue les facteurs biologiques, en fait, il y a deux façons là, que je procède. Je dis il y a l'évaluation physiologique, si on peut dire au début. Ça, c'est l'évaluation des déficiences.
Et je ne parlerai pas, par exemple, de l'évaluation de la force, parce que ça, on y pense régulièrement. Il faut évaluer la force des jambes, hein, surtout pour les chutes. Il faut évaluer l'amplitude. Hein, est-ce que la personne est capable de lever ses genoux, bien plier ses jambes? Est-ce qu'elle a de l'amplitude au niveau de ses épaules? Est-ce qu'elle est capable d'aller chercher quelque chose dans l'armoire, aller chercher ses céréales dans l'armoire sans tomber parce qu'elle a de l'amplitude? Donc, ça, c'est des déficiences qu'on évalue souvent. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 déficiences qu'on oublie parfois d'évaluer. Ensuite, on va parler d'évaluation fonctionnelle. Vous allez voir, ces évaluations fonctionnelles, on fait des tests standardisés qui vous donnent des bonnes informations qui nous permettent de repérer les gens qui sont à haut risque de chute. Donc, on procède avec l'évaluation physiologique. J'ai dit, on fait la force, on fait l'amplitude. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les systèmes sensoriels. C'est 3 systèmes qui donnent l'information au système nerveux central qui permettent de se maintenir en équilibre. Et c'est très important de les évaluer, chacun de ceux-là, parce qu'ils ont une part importante là, pour maintenir la personne aînée en équilibre. Donc, si on regarde le système visuel, évidemment, je ne parle pas des lunettes. Ça aussi, c'est important. Hein, s'il ne voit pas clair, il faut qu'il y ait des lunettes. Moi, je parle des petits tests visuels pour voir si les récepteurs fonctionnent bien. Entre autres, ce qu'on peut regarder chez une personne âgée, c'est s'ils ont un champ périphérique normal. Un champ périphérique normal, ça veut dire qu'on voit de chaque côté de nos oreilles, qu'on voit hein, le mouvement. Si le champ périphérique est très petit, bien, c'est sûr que, par exemple, dans un centre d'achat, ils ne verront pas les gens qui s'en viennent, puis ils vont être plus à risque de chute. Donc, ça va nous permettre de savoir, de donner des stratégies aussi, puis de savoir sur quoi travailler. Un autre élément qu'on peut évaluer rapidement, c'est la profondeur. Hein. Je vais prendre des crayons différents, puis là, je vais déplacer un crayon, puis je vais dire lequel est plus profond. Donc, on va pouvoir voir si les récepteurs, pour voir la profondeur, fonctionnent. Pour la profondeur, évidemment, c'est important pour les escaliers, parce que quand on ne voit pas la profondeur, souvent, c'est ça, ils ne savent pas qu'il y a une prochaine marche, puis on voit beaucoup de chutes à cause des récepteurs visuels qui sont problématiques. Au niveau visuel, on peut regarder aussi hein, s'ils suivent un crayon des yeux. Hein, c'est les muscles des yeux. Ça se travaille. Hein, c'est comme les muscles, je leur dis, c'est comme les muscles des bras. Donc, au niveau visuel, on peut faire ces petites évaluations-là qui vont nous permettre, après ça, d'avoir une approche différente. Ensuite, on a le système somatosensoriel. Somatosensoriel, on parle du toucher, hein, le cutané. Les récepteurs cutanés, bon, sur le bout des doigts, on peut tester avec un Kleenex, sauf que pour les chutes, ce n'est pas les mains qui nous dérangent. On va plutôt tester avec un petit Kleenex s'ils ont une sensation normale en dessous du pied. Donc déjà, ça va nous donner un indice parce que quand on ne sent pas bien le plancher, c'est difficile de tenir en équilibre. Puis surtout, si le tapis se met à dégager quand on met les pieds sur un tapis qui va glisser, mais on ne le sentira pas parce qu'on n'a pas une bonne sensation en dessous du pied. Donc ça se teste par un petit Kleenex, un tissu qu'on va glisser sur la peau. Au niveau somatosensoriel, on peut aussi évaluer les récepteurs articulaires qui sont dans l'articulation. Comment on fait ça? Bien, on dit qu'on évalue la proprioception. En fait, on va fermer les yeux de la personne qu'on évalue, puis on va placer, par exemple, je vais le faire avec le bras, c'est plus facile pour vous le montrer, mais on va placer le bras, par exemple, à 120 degrés de flexion. La personne va avoir les yeux fermés, puis je vais lui demander de placer son autre bras au même endroit. Donc, si on voit qu'elle est capable de faire ça avec ses jambes, avec ses bras, c'est qu'elle a une bonne proprioception. Et ça, c'est important parce que les personnes âgées, souvent, bon, par exemple, ils vont passer par-dessus un obstacle, puis là, ils vont dire, je ne comprends pas pourquoi je suis tombée, j'ai levé ma jambe pourtant, mais c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont levé la jambe suffisamment, mais ils n'ont pas un bon système somatosensoriel qui leur permet de savoir où est le membre dans l'espace. Donc, il faut savoir si le genou est élevé assez haut, il faut des récepteurs articulaires qui fonctionnent bien. Et ça se répare aussi, ça s'améliore. Et enfin, on a le système vestibulaire. Le système vestibulaire, les gens qui ont un problème du système vestibulaire vont dire qu'ils sont étourdis quand ils tournent la tête. Hein. C'est dans l'oreille moyenne. On a un liquide qui s'appelle l'endolymphe qui circule sur des petits cils qui donne de l'information sur la position de la tête dans l'espace. Et on va voir un petit peu plus tard comment l'évaluer de façon plus simple. Une autre déficience que des fois, je trouve qu'on oublie, c'est la coordination. Hein, parce pour nous autres, marcher, c'est comme un automatisme, mais c'est sûr qu'en vieillissant, on perd cette coordination-là et ça peut augmenter le risque de chute. Entre autres, on sait que quand les gens marchent avec une canne, hein, on prend une canne pour essayer de réduire les risques de chute, mais on s'aperçoit que la canne demande plus de coordination et souvent même les gens sont plus à risque de chute avec une canne. Donc, il faut toujours faire attention. Donc, la coordination, comment on l'évalue? Bien, il y a beaucoup de choses en littérature sur la coordination des membres supérieurs. Le plus connu, hein, on touche le nez, puis le thérapeute déplace le doigt, puis le patient doit toucher son nez et le doigt du thérapeute. On peut taper des mains.
Pour les chutes, moi, ce que je recommande, c'est la jambe. On veut savoir la coordination. Un test qui est très rapide. On peut asseoir, demander à la personne de s'asseoir, les pieds à plat. Et là, on demande de taper le pied très, très rapidement au sol. À ce moment-là, ça nous donne une idée s'ils sont capables de le faire rapidement, de la coordination du membre inférieur. Donc là, on aurait évalué notre force, notre amplitude, on aurait évalué nos systèmes sensoriels, notre coordination. On est correct. On ira avec nos tests standardisés, notre évaluation fonctionnelle. Le choix des tests va dépendre de la pathologie, de la déficience. Puis là, vous allez pouvoir lire dans les tests, ça va dire, bon, ben ça fonctionne avec des gens qui ont une AVC, des gens qui ont une Parkinson. Il y a des tests qu'on ne peut pas faire avec des aides à la marche. Ce qui est important, c'est de prendre des tests standardisés qui vous donnent vraiment, qui sont validés, qui vont vous donner vraiment une information, est-ce que mon patient est à risque de chute ou pas à risque de chute. Et ça ne vous donne pas nécessairement toujours les causes, pourquoi le patient tombe, mais ça vous donne s'il est dans la norme ou pas, puis ça vous donne une information importante. Premier test que je vous recommande, qui est très rapide, le test du lever de chaise. On demande aux gens de s'asseoir au devant de la chaise avec les bras croisés et de se lever 5 fois rapidement de la chaise. Et un intervenant, le thérapeute, va chronométrer. Dans les normes, on dit que si ça prend plus que 15 secondes de se lever 5 fois d'une chaise, là, les gens sont vraiment à risque de chute parce qu'on sait que ça veut dire qu'il y a une faiblesse importante au niveau des quadriceps à ce moment-là. Donc, c'est un test rapide qui ne demande pas beaucoup de matériel, que les gens comprennent bien. Le désavantage, c'est que ça prend quand même une force minimale pour se lever avec les bras ici parce qu'il y en a qui ont besoin des appuis-bras. Donc, c'est un test qui est non validé avec appui-bras. Il faut que les gens soient au moins capables de le faire dans cette position-là. Un autre test que je vous recommande, qui est plus long, mais qui est un très bon test, test validé, qui est assez connu, c'est le test de Berg. On voit Caroline qui demande à la personne âgée de se pencher vers l'avant. Donc, c'est 14 activités dans lesquelles on demande toutes sortes d'épreuves. On demande de fermer les yeux, on demande de ramasser des objets, on demande de tourner la tête, de tourner au complet sur soi-même. Donc, c'est un petit peu plus dur, là, si on pourrait dire. On demande de se tenir sur une jambe, là, comme j'ai dit. Et là, on peut voir dans quelle activité l'individu a vraiment des risques de chute. Puis encore, le score total du Berg va nous dire s'il est hautement à risque de chute. Donc, un score de 36 sur 56, c'est 100 à risque de chute. C'est rare qu'on a ça. Mais les autres scores, si on a un score de 42, souvent, ça veut dire qu'on peut donner une canne, par exemple. Donc, ça va nous aider à dire quelle aide à la marche on devrait prendre, puis s'ils sont hautement à risque de chute ou non. Puis ça nous aide dans la rééducation, puis dans les conseils qu'on peut donner, parce qu'on voit dans les activités là, qui sont vraiment plus difficiles. Prochain test, on va le passer. Caroline parlera tantôt, vous pouvez retrouver ce test-là. On va aller aussi, excusez l'anglais, parce que le test n'est pas en français, le CTSIB. C'est un test très, très simple et qui vous donne une bonne information pour tester vos systèmes sensoriels dont on a parlé tantôt, qu'on pouvait évaluer séparément avec les petits tests de vision, etc. Mais on peut l'évaluer de façon globale par un test standardisé. Donc, le dessin n'est pas trop clair, j'en m'excuse aussi. Donc, on va enlever la troisième, la sixième image parce qu'on doit mettre un dôme devant le visage de l'individu et souvent, on n'a pas ça dans nos établissements. Mais les 4 positions sont standardisées quand même, sont validées. Donc, le premier, on demande à l'individu de se tenir debout. Normalement, les bras croisés, donc je n'aime pas l'image, mais c'est la seule que j'ai trouvée, les bras croisés, puis de regarder en avant et de ne pas bouger pendant 30 secondes. Et là, on va voir que les personnes âgées vont osciller un petit peu, mais s'ils réussissent bien ça, on peut passer à l'étape 2. À l'étape 2, la personne, je ne sais pas si vous voyez, là, sur ses yeux, on a mis un bandeau, on peut simplement demander de fermer les yeux. À ce moment-là, il faut comprendre que quand on enlève le visuel, déjà, les gens vont osciller un petit peu plus parce qu'il reste 2 systèmes. Il reste le système somatosensoriel puis vestibulaire qu'on a parlé tantôt pour les tenir en équilibre. Donc, s'ils ne tiennent pas en équilibre, ça veut dire qu'on a des gros problèmes vestibulaires ou somatosensoriels. Ça nous donne des indices. Ensuite, l'autre étape, on remet la personne debout, ça ne paraît pas. Sous ses pieds, il y a une mousse, à peu près d'1,5 pouce d'épais. Quand on met une mousse sur les pieds, c'est que les gens ne peuvent plus sentir le sol. C'est comme si on leur avait enlevé la sensibilité en dessous des pieds. Donc, on leur a enlevé le système somatosensoriel et doivent se tenir debout par les visuels et par le système vestibulaire. Donc, s'ils ne sont pas capables encore de tenir debout, c'est parce qu'on sait qu'il y a une difficulté dans ces 2 systèmes-là. Le dernier, le plus important, on a mis la mousse, puis en plus, on a fermé les yeux. Là, je vous le dis, les personnes âgées, la plupart ne réussissent pas à se tenir debout pendant 30 secondes. D'ailleurs, je n'ai pas dit qu'il faut faire attention dans ce test-là. C'est vraiment un test qu'il faut vraiment faire attention à la sécurité. Il faut tenir, faut surveiller. Donc, la plupart des personnes âgées vont tenir à peu près 15 secondes dans cette position-là. Mais si on a un 2-3 secondes, c'est parce qu'on sait, le seul système qui reste, c'est le système vestibulaire.
Si la personne n'est pas capable de rester debout avec son système vestibulaire, c'est parce qu'on sait qu'on va devoir travailler ce système-là. Donc, c'est un bon test d'évaluation, puis en même temps, on peut pratiquer ces mêmes postures-là, puis ça va aider à développer les récepteurs. Donc, je ne veux pas m'allonger plus. Je vais passer la parole à Caroline qui doit regarder les minutes passées. Puis, vous pourrez me poser des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas bien comprises. Donc, je te cède la parole, Caroline. Merci, Dominique. Alors, je poursuis toujours avec l'évaluation des facteurs biologiques, mais cette fois-ci, on va aborder les éléments cognitifs. Il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir plusieurs informations que vous allez pouvoir recueillir juste avec votre entrevue avec la personne. Son orientation, est-ce qu'elle est orientée à la personne, au lieu, au temps? Sa mémoire, est-ce que sa mémoire, elle a changé dans les 10 dernières années, dans les 20 dernières années? La réponse, ça devrait être oui, là, évidemment. Malheureusement, il y a un déclin normal avec l'âge. Hein? C'est dû au vieillissement normal. Fait que c'est normal de rentrer dans une pièce puis de se demander une fois de temps en temps, coudonc, j'étais venue faire quoi, moi? C'est normal d'oublier le nom d'une ville qu'on a visitée il y a quelques années ou encore d'oublier le nom de quelqu'un qu'on vient juste de se faire présenter. Ce qui est moins normal ou ce qui peut relever du vieillissement pathologique, c'est d'oublier le nom d'une personne significative, d'oublier le nom de son enfant, d'oublier une conversation, encore là, significative, qui vient juste d'avoir lieu, ou d'oublier encore un objet qu'on utilise tous les jours puis qu'on range toujours à la même place, comme par exemple sa brosse à dents. Donc, c'est de se questionner avec la personne, ça relève de quoi? Vieillissement normal ou vieillissement pathologique? Est-ce que j'ai des atteintes au niveau des fonctions exécutives? Est-ce que la personne est capable de planifier, d'organiser une série d'étapes pour être en mesure de prendre une décision ou pour être en mesure de faire une action? On va aussi se questionner ou questionner plutôt la personne. Est-ce que la personne est autonome pour faire ses activités de la vie quotidienne? Est-ce qu'elle est capable de se laver, de s'habiller? Est-ce qu'elle peut faire ses activités de la vie domestique? Par exemple, faire le ménage, faire ses repas? Est-ce qu'elle est capable de faire des activités plus complexes, comme la gestion de ses médicaments ou encore la gestion des finances? Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir, est-ce que j'ai eu un changement par rapport à mes habitudes antérieures? Si la personne n'a jamais géré ses finances et qu'elle a besoin d'aide maintenant, bien, c'est normal. Mais si c'est un comptable qui a toujours géré ses finances puis que là, il n'est plus capable de le faire, bien là, on va se questionner. C'est là qu'on va vouloir aller vers une évaluation, effectuer un dépistage des fonctions cognitives. Et quand je vais faire mon dépistage, ça va me permettre d'identifier puis d'aller traiter possiblement les causes des atteintes cognitives et je vais pouvoir mettre en place des stratégies qui vont me permettre d'améliorer la qualité de vie de la personne. Puis ça va me permettre de faire un suivi par rapport à la progression des pertes cognitives de la personne. Avant d'aller sélectionner l'outil que je vais utiliser pour faire mon dépistage, évidemment, je vais me questionner sur les attentes sensorielles. Dominique nous a parlé de certaines atteintes sensorielles. On va valider, dans le fond, pour les évaluations cognitives, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'elle a les habiletés visuelles et visuelles, auditives, puis au niveau du langage aussi pour participer à l'évaluation. Je vais me questionner aussi, est-ce que c'est possible d'utiliser une adaptation pour compenser cette atteinte sensorielle-là sans affecter la validité de mon outil? Comme par exemple de mettre des lunettes, bien, ça va juste permettre à la personne de bien répondre aux questions. Ça n'affecte nullement là, la validité de l'évaluation que je vais choisir. Fait que peu importe l'évaluation que je vais sélectionner, je vais vouloir vérifier les préalables. Même chose, est-ce qu'il y a des préalables moteurs pour certaines évaluations? On voit souvent dans les milieux des professionnels qui vont choisir un test qui a une composante motrice, par exemple, puis qui l'administre à une cliente qui n'a pas les fonctions motrices pour faire cette tâche-là, et il va y avoir un ajustement du score. Donc, c'est sûr que si j'adopte cette pratique-là, bien, je ne peux plus comparer à la norme. Hein. Donc, je vais pouvoir utiliser ces résultats-là pour obtenir certaines informations, mais ce n'est plus standardisé à ce moment-là. On voit souvent, lorsqu'on se tourne vers les évaluations cognitives, on voit souvent le MMSE et le MoCA. On peut se poser la question,
lequel je vais choisir quand que je veux évaluer les fonctions cognitives de la personne. Vous allez sans doute me répondre, bien là, les deux sont très utilisés dans le monde, les deux sont faciles à utiliser, à administrer, à coter, sont souvent accompagnés d'une description, d'un verbatim. Ils sont gratuits, sont traduits dans plusieurs langues. Si on s'intéresse au temps de passation, bien, c'est sensiblement la même chose aussi. Une dizaine de minutes pour le MMSE, 15-20 minutes pour le MOCA. Donc, on a besoin de consacrer une séance pour l'évaluation. Donc, ce n'est pas ça qui va guider notre choix. Ce qui va guider notre choix, c'est les qualités métrologiques de l'outil. Si, la personne que je rencontre, j'ai noté qu'il y avait eu un changement par rapport à la capacité d'effectuer ses activités de la vie quotidienne. Par exemple, qu'elle est plus capable de s'habiller, de se laver, mais que c'est dû à une cause cognitive, là, une atteinte cognitive et non physique, évidemment. Mais là, je vais douter que je suis en présence d'un trouble neurocognitif majeur. À ce moment-là, le MMSE, c'est un bon outil. Le MMSE, il y a une spécificité de 75 pour dépister les troubles neurocognitifs majeurs. Par contre, si la cliente, la personne que j'ai devant moi, elle a plutôt une atteinte, c'est plus subtil son atteinte, même que je me questionne s'il y a quelque chose, que c'est vraiment pour les activités complexes qu'elle a besoin d'aide ou d'un petit peu d'assistance, bien là, je doute davantage que j'ai une atteinte neurocognitive légère. Bien là, je suis mieux de me pencher vers le MOCA. Pourquoi? Parce que le MOCA, il y a une sensibilité de 90 pour dépister mes atteintes neurocognitives légères. Dans certains cas, je vais privilégier l'utilisation même des deux outils. Par exemple, si je doutais d'être en présence d'un trouble neurocognitif majeur, puis j'ai fait un MMSE, mais que je suis proche du score seuil qui est de 24. Donc, si, mettons, j'obtiens entre 24 et 27, bien, je vais vouloir aussi faire un MOCA pour aller vérifier, dépister, est-ce qu'il pourrait y avoir possibilité d'avoir des atteintes neurocognitives légères. J'aurais pu là, passer encore une demi-heure, une heure à vous parler d'évaluation cognitive, mais on s'est concentré là, sur ces deux-là parce que c'est les plus utilisés. Fait qu'on a vu, Dominique et moi, les facteurs, la catégorie de facteurs biologiques. Maintenant que je vous amène vers les facteurs comportementaux, les facteurs comportementaux qui, on le sait, là, ont un impact sur le risque de chute, évidemment. Hein. C'est en lien avec le choix que la personne fait, les situations dans lesquelles elle va se mettre. On voit sur l'écran la personne qui va monter sur un escabeau qui pourrait tomber. La consommation d'alcool, on sait avec le vieillissement que notre capacité à métaboliser l'alcool va changer. Donc, l'effet de l'alcool va être plus grand en vieillissant. On sait aussi que le nombre de médicaments a tendance à augmenter avec l'âge. Donc, évidemment, les effets secondaires qui peuvent causer des chutes. Heureusement, il y a les facteurs comportementaux, il y a beaucoup de facteurs qu'on va pouvoir modifier simplement avec l'éducation qu'on va faire auprès de la personne. Donc, c'est intéressant d'aller explorer là, les différents facteurs comportementaux. Puis pour ça, il existe quelques outils. Je vous en présente encore là simplement quelques-uns. Le premier qui est lié directement avec la prévention des chutes, c'est le Fall Behavioral Scale que vous voyez à l'écran, qui est en fait un questionnaire de 30 énoncés qui va décrire la façon que la personne fait ses activités à l'intérieur d'une journée, mais des activités là, qui ont lien avec les chutes. C'est un questionnaire qui peut être auto-administré. Intéressant dans le sens qu'on peut le donner en devoir à la personne. Puis, lors de notre prochaine séance, on peut prendre du temps avec elle pour revenir sur les résultats, analyser le score final. On peut s'en servir pour parler de prévention de chute, pour sensibiliser par rapport aux chutes ou encore pour définir des objectifs de prévention de chute. Puis aussi parce qu'il y a une excellente fidélité test-retest, c'est une évaluation qu'on pourrait choisir, par exemple, en début d'un programme d'intervention pour prévenir les chutes, un programme de prévention de chute. Puis on pourrait l'utiliser à la fin aussi pour voir l'impact de l'enseignement qu'on a fait auprès de la personne. Je continue avec d'autres facteurs comportementaux, cette fois-ci liés à la nutrition. On sait que la malnutrition, la déshydratation, ça va avoir des impacts sur le déclin de l'activité physique, les troubles fonctionnels, les troubles cognitifs aussi. Donc, c'est important d'aller le dépister.
L'outil canadien de dépistage nutritionnel, donc vous voyez l'image là, sur la PowerPoint, qui est une grande feuille, mais dans le fond, c'est deux petites questions qu'on va poser à la personne. Et si on répond oui aux deux questions, bien, ça nous indique qu'il y a un risque de malnutrition. Et dans ces cas-là, ce serait pertinent d'aller référer à une diététicienne ou à une nutritionniste qui, elle, va effectuer l'évaluation globale subjective que vous voyez à l'écran, qui va permettre de poser un diagnostic par rapport à la malnutrition, qui va aller évaluer les différents changements chez la personne. Une évaluation intéressante pour les professionnels de la santé, c'est le Nutri eScreen, qui est un questionnaire sur les habitudes alimentaires de la personne. Très intéressant, facile, rapide, très convivial. C'est un questionnaire en ligne, 14 questions. La personne va répondre chacune des questions. Puis, à la toute fin, il va y avoir une rétroaction sur ces réponses. Et il va y avoir également des conseils généraux qui vont être émis, qui sont directement liés là, aux recommandations du Guide alimentaire canadien. C'est un outil qui a été développé par les diététistes du Canada. C'est un outil qui peut être utile, encore là, dans un contexte de dépistage, puis aussi avec une clientèle qui n'a pas de restrictions, évidemment, là, par rapport à l'alimentation, parce que les conseils alimentaires sont généraux, évidemment. On passe maintenant aux facteurs socio-économiques qui sont aussi très importants. C'est une cause importante de chute aussi chez la personne âgée. Hein. On sait qu'il y a différents facteurs, la pauvreté, le manque d'accès à un moyen de transport, le manque de soutien familial, le fait qu'il n'y a pas de moyen de transport dans la communauté dans laquelle la personne vit, le manque d'accès à des services dans la langue de la personne, ça fait que tous ces facteurs-là vont faire que la personne va avoir de la difficulté à prendre en charge sa santé. Donc, ça va la mettre plus à risque de chute, évidemment. Ça va être important ici d'aborder ces facteurs-là dans notre entrevue avec notre client. On va vouloir aller valider les informations, soit les informations qu'on a trouvées dans notre revue de dossier, mais même les informations aussi qu'on a recueillies peut-être l'année dernière ou il y a 5 ans, parce qu'on sait évidemment que le réseau d'une personne peut s'effondrer, la situation économique d'une personne peut changer. Donc, c'est important de ne pas oublier de l'inclure dans notre évaluation. Une fois de temps en temps, peut-être d'avoir une petite étoile là, pour aller vérifier ces informations-là puis d'aller agir. Et je passe maintenant aux facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux qui peuvent être variables, on en a quelques exemples sur l'écran. Ces facteurs-là vont dépendre du lieu d'habitation de la personne. Il y a des choses que la plupart, en fait, des facteurs, on va pouvoir les modifier. Il y en a qui ne sont pas modifiables, hein, comme les craques sur le trottoir. Des fois, on peut faire des moyens de pression au niveau de la municipalité, mais c'est plus facile d'agir là, dans l'environnement immédiat de la personne. Hein. Ces marches à l'extérieur de son domicile ou encore les objets qui traînent chez elle, les petits tapis, l'éclairage, etc. Donc, on peut, avec l'enseignement, aller cibler les éléments que la personne pourrait aller modifier. Et ici, on a des évaluations qu'on peut vous proposer pour aller évaluer les facteurs environnementaux. Une évaluation que j'aime beaucoup, c'est le protocole d'évaluation de la sécurité à domicile, qu'on appelle le PESAD, que peut-être certains professionnels de la santé connaissent sous le nom de Safer Home. Parce que le PESAD, c'est la traduction française, ça permet cette évaluation-là d'évaluer la sécurité à domicile. Le professionnel de la santé va aller chez la personne et elle va lui faire différentes tâches, puis elle va lui poser plusieurs questions. Puis ça, on va couvrir 74 éléments avec cette évaluation-là. Alors, c'est très complet. Là-dedans, il y a 13 questions qui sont liées à l'environnement, mais il y a aussi plusieurs questions qui touchent les comportements et plusieurs questions qui touchent aussi les facteurs biologiques cognitifs. Donc, c'est vraiment une évaluation qui va toucher là, plusieurs facteurs de risque. C'est une évaluation qui va nécessiter à peu près 90 minutes à administrer, à peu près autant de temps à côté, puis à rédiger le rapport, puis qui devrait être suivi par une autre rencontre. Fait que vous pouvez voir que c'est une évaluation qui un des grands désavantages, c'est que ça prend du temps. C'est pour ça que quelquefois, il y a des professionnels qui vont plutôt se pencher sur une évaluation
simplement une visite à domicile dans laquelle ils vont se promener puis identifier des éléments dans l'environnement. Ou encore, si on n'a pas les ressources, on peut aller vers des grilles de vérification qu'on remettrait au client et qui va permettre au client, à la personne de vérifier par elle-même certains éléments dans son environnement, puis elle peut le faire avec la famille, avec le proche aidant ici. Puis Richard, je pense que va présenter là, certaines grilles un petit peu plus tard. On a vu moi et Dominique, là, très brièvement, vraiment de manière express, plusieurs outils de dépistage qui vont couvrir l'évaluation de chacune des grandes catégories de facteurs de risque. Vous avez vu en début de présentation qu'il y a un nombre croissant de personnes âgées avec les changements démographiques. On sait que le risque de chute augmente en vieillissant. Donc, c'est vraiment primordial d'effectuer une évaluation holistique de la personne et d'aller toucher les 4 grandes catégories de facteurs de risque. Et là, il y a différentes ressources qui sont à votre portée pour faciliter l'évaluation, pour faciliter l'intervention. Ici, l'idée, c'est de partager nos ressources. Hein. On ne veut pas réinventer la roue. Il y a plusieurs belles ressources qui existent. Vous avez sur la diapo, là, on vous parle du site d'évaluation de la personne âgée, puis le programme Marche vers le futur qui a été développé par le CNFS. Je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais je l'ai mis sur les diapos si vous voulez y revenir un petit peu plus tard. On manque un petit peu de temps. Mais les évaluations que moi et Dominique, on vous a parlé, pour la plupart, sont sur le site d'évaluation de la personne âgée. Donc, vous pouvez aller voir plus en détail ce site-là. Et le programme Marche vers le futur, sur notre site Internet, vous allez trouver une version qui a été adaptée à la COVID qui permet à une personne de faire de manière autodidacte à la maison un programme multifactoriel de prévention des chutes. Et à ce moment-ci, Richard, si tu es prêt, je vais arrêter ma présentation pour te permettre de poursuivre avec les ressources et de partager ta présentation. Oui, merci bien. Il n'y a pas de problème. Hein? Oh. Donc, voici, vous voyez bien ma présentation? Okay. Oui, on voit bien. Oui, merci bien. Donc, merci bien, belle présentation jusqu'à présent. Vraiment, lorsqu'on parle de dépistage et l'évaluation du risque de chute, la première chose qu'il faut penser, c'est avoir une bonne relation entre le fournisseur de soins primaires et la personne âgée pour qu'elle se sente à l'aise pour pouvoir relater ce qui se passe. Vraiment, ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas faire peur. Comme que tu peux voir, on a évolué beaucoup depuis le 14e siècle avec la peste bubonique à ce qu'on vit tout de suite avec le COVID. Donc, vraiment, c'est essayer de créer un climat où est-ce que la personne âgée se sent à l'aise pour pouvoir expliquer qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière année, s'il y a eu des chutes ou non. Mais malheureusement, la réalité, ce n'est pas ce qu'on voit. Il y a eu une étude dernièrement qui a même regardé la problématique et qui a découvert ceci, où est-ce que seulement 31% des personnes âgées, des femmes, qui vont avouer, qui vont relater le fait qu'ils ont eu une chute au cours de la dernière année. Mais malheureusement, ici, quand on regarde les hommes, on est seulement à 24%. Donc, quand on parle de faire un dépistage, il faut réaliser qu'on fait face à un groupe de personnes qui ont certaines craintes de vouloir admettre qu'ils ont eu de la difficulté. Et ces craintes-là peuvent être causées dues à plusieurs facteurs. Je pourrais même parler à propos de la peur, de la crainte de perdre son permis de conduire, donc perdre son autonomie à ce niveau-là. Il y a même des provinces qui exigent même que la personne âgée arrive à un certain âge, comme en Ontario, à 80 ans, il faut repasser l'examen, le test de conduite. Et ça, après même que tu passes le test à 80 ans,
il faut le repasser à tous les 2 ans. Donc, la relation peut être un peu difficile entre le médecin, l'infirmière praticienne et son patient âgé. Donc, ici, c'est de voir que, oui, c'est de faire toutes sortes d'efforts pour essayer de réduire les blessures liées aux collisions de véhicules motorisés, mais il y a une réalité qu'il faut garder en tête. C'est le nombre d'hospitalisations dues aux chutes chez les personnes âgées au Nouveau-Brunswick comparativement aux blessures causées par les collisions de véhicules motorisés. Ici, c'est juste pour vous poser une petite question très rapidement pour vous faire réfléchir un peu. Est-ce qu'on parle ici du fait qu'il y a 50% plus grand que celui causé par les collisions de véhicules motorisés? Est-ce qu'on parle de 20 fois plus grand, 30 fois plus grand ou même 100 fois plus grand? Essentiellement, c'est une petite question piège. Ça dépend du groupe d'âge. Si on regarde du groupe d'âge de 65 à 74 ans, on parle d'à peu près 20 fois plus grand. Lorsqu'on regarde de 75 à 84, on remarque qu'on parle de plus ou moins 30 fois plus grand. Tandis que lorsqu'on regarde vers les dernières années, ici, c'est les données de 2006 à 2016. Vers les 2016, on voit que ça s'approche du 100 fois plus grand. Mais une autre chose qu'on remarque en regardant ces 3 graphiques-là, c'est l'écart, vraiment l'écart, bien sûr, entre les collisions de véhicules motorisés et les chutes, mais aussi l'augmentation des chutes, du nombre de chutes à travers des années. Et ici, c'est juste pour vous démontrer qu'en 2010, au Nouveau-Brunswick, il y a eu 2065 cas pour avoir une augmentation avec ce qu'on remarque aujourd'hui, cette année, avec près de 2864 cas. Mais avec ça, on peut se poser la question, c'est qu'est-ce que ça va être la tendance du nombre de chutes au cours des prochains 5, 10, 15, 20 ans? Donc ici, on parle du nombre d'hospitalisations au Nouveau-Brunswick augmentera de combien au cours des prochaines 20 années? Donc ici, c'est une question que je vais lancer aux participants. Donc ici, est-ce qu'on parle d'une augmentation de pas plus de 10%, une légère augmentation de près de 30%, une augmentation significative de près de 60% ou vraiment presque un doublement du nombre d'hospitalisations? Donc, je laisse le temps pour que vous puissiez répondre. Donc, parfait, j'attends encore un peu pour voir les réponses. Donc, OK. Donc, j'espère que vous avez plus ou moins compris que la problématique est beaucoup plus grande que ce qu'on puisse penser. Je vois qu'à peu près, il y a quelques-uns qui disent qu'il y a une légère augmentation de près de 30%. Deux personnes, une augmentation significative de près de 60%. Il y a 40% des participants qui disent que c'est ça la réponse. Et il y a un peu plus, 47% qui dit qu'il y a presque un dédoublement du nombre d'hospitalisations. Et la réponse, pour vous montrer ça, est ceci. Donc, juste pour vous donner un peu plus d'informations, la courbe bleue représente les personnes âgées de 65 à 74. La courbe rouge, c'est ceux de 75 à 84. Et la courbe verte représente ceux de 85 et plus. Donc, ici, on peut voir vraiment
qu'on fait affaire avec les mêmes chiffres. Cependant, en 2030, on peut voir que les nombres vont augmenter d'une façon assez significative pour arriver à près de 5500 cas en 2040, qui est essentiellement un doublement. Donc, avec ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comme avec ce qu'on fait avec COVID, de prendre des bonnes mesures, d'utiliser du bon dépistage pour essayer d'aplatir cette courbe-là. Et pour ce faire, c'est vraiment la première étape, c'est de voir à faciliter l'accessibilité aux meilleures ressources disponibles. Donc, essentiellement, pour moi, je voyais ma fonction comme un serveur pour vous offrir les meilleures ressources sur un plateau d'argent en commençant avec l'algorithme. L'algorithme, essentiellement, c'est une revision d'un algorithme qu'on avait développé en 2018 afin d'offrir un peu plus d'informations, un peu plus complètes pour guider les professionnels en santé du dépistage vers l'évaluation multi pour ensuite passer aux interventions individualisées. Donc, cet algorithme est basé sur les lignes directrices de pratique clinique pour la prévention des chutes de la Société américaine et britannique de gériatrie. Comme vous pouvez voir, ça divise les interventions pour les personnes âgées à risque faible et ceux à risque élevé. Et bien sûr, avec l'algorithme, nous avons aussi développé des ressources d'accompagnement. Donc, quand on parle de dépistage du risque de chute, tout commence avec l'utilisation de la liste de vérification demeurée autonome et ou l'utilisation des questions clés. D'où est-ce que vous avez tombé au cours de la dernière année? Vous vous sentez instable lorsque vous êtes debout ou en marchant? Ou êtes-vous inquiète à propos des chutes? Vraiment, la liste de vérification demeurée autonome est un outil qu'on essaie de faire de la promotion pour qu'elle soit utilisée parce que vraiment, c'est une série de 12 énoncés que le patient, la personne âgée, peut répondre elle-même pour essayer d'identifier le risque de chute. Vraiment utiliser cet outil pour aider à avoir les conversations plus tard lorsqu'on parle de l'évaluation multi est une chose qui pourrait être faite aussi. Donc, une fois que Oups, excusez, j'ai été un peu trop vite. Donc, une fois qu'on fait le dépistage, c'est soit que la personne a eu un pointage de 4 ou plus à sa liste de vérification ou elle a répondu oui à n'importe quelle des questions clés. Là, dans ce cas, on va continuer avec une évaluation de la démarche, de la force musculaire et de l'équilibre. Sinon, on peut passer à les interventions, à recommander des interventions pour un patient à risque faible. Donc, ici, lorsqu'on parle de l'évaluation de la mobilité ou de la démarche de la force et de l'équilibre, il y a certains tests qui sont recommandés. Ici, c'est pour les médecins de famille et les infirmières praticiennes dans le contexte clinique où est-ce qu'on connaît que l'espace et le temps qui nous sont accordés est un peu limité. Donc, ce sont des tests qui sont recommandés, qui peuvent être utilisés dans ces contextes-là. Donc, ici, s'il n'y a aucun problème qui a été identifié, bien sûr, on passe à offrir des interventions pour un patient qui a un risque faible. Sinon, on passe avec une évaluation multifactorielle. Ici, pour aider nos professionnels de la santé à faire une évaluation de la mobilité avec les 3 tests qui sont recommandés, le test chronométrie du lever de chaise de Mathias, le test d'équilibre à 4 étapes ou le test de lever de chaise de 30 secondes. C'est une ressource qui est assez simple à suivre et qui donne un peu plus de contexte, un peu plus d'informations pour pouvoir le faire de la bonne façon. Donc, lorsqu'on parle d'intervention pour patients à risque faible, comme vous pouvez voir, il y a certaines choses qui devraient être faites
mais essentiellement, les deux choses les plus importantes, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a vraiment une évaluation ou que des mesures sont prises pour s'assurer que la sécurité à domicile est vraiment bien là, mais aussi la recommandation de faire de l'exercice physique, que ce soit dans un programme communautaire ou un programme communautaire de prévention des chutes basé sur l'exercice. Donc, on a parlé un peu à propos du fait que s'il y a eu une identification d'une problématique au niveau du test de mobilité, c'est de continuer pour effectuer une évaluation multifactorielle. Et à ce niveau, vraiment, c'est de garder en tête qu'une évaluation multifactorielle est seulement nécessaire pour un patient qui se présente pour des soins médicaux en raison d'une chute ou pour un patient qui signale des chutes récurrentes, donc 2 ou plus, au cours de la dernière année. Un patient qui a des résultats de son test d'évaluation de la mobilité qui indique qu'il y a une problématique, ou un patient qui signale qu'il a de la difficulté avec sa démarche ou son équilibre. Donc, ça, c'est ces 4 conditions où est-ce qu'on doit garder en tête pour pouvoir continuer avec une évaluation multifactorielle. Et cette évaluation multifactorielle doit comprendre au moins 4 éléments, qui est l'historique ciblé, l'examen physique, l'évaluation fonctionnelle. Et puis, bien sûr, on a parlé à propos des différents tests pour chacun. Ici, j'aimerais juste mentionner pour l'évaluation de la peur de tomber, nous avons développé et rendu accessible une liste de vérification de bref confiant qui est essentiellement une liste, un outil validé qui consiste de 16 questions pour essayer de déterminer le niveau de crainte que la personne a face aux chutes. Et en dernière place, bien sûr, il y a l'évaluation environnementale, donc la sécurité à la maison, qui devrait être fait en utilisant les différents tests qu'on a déjà parlé. En plus, il y a la liste de vérification des facteurs de risque qui est aussi disponible pour guider le professionnel de la santé, le médecin ou l'infirmière praticienne à travers des différentes étapes. Donc, vraiment, ici, on parle des interventions individualisées pour un patient à risque élevé suite à l'évaluation multi. Ce qui est important ici à ce niveau, c'est de penser que le professionnel de la santé n'opère pas en silo. C'est l'importance d'utiliser, de consulter et d'utiliser les connaissances des autres professionnels de la santé pour avoir un examen complet et des interventions bien complètes. Ici, c'est un outil de consultation électronique qui est disponible aux médecins ici au Nouveau-Brunswick pour pouvoir faire une consultation avec un gériatre, par exemple. Donc, vraiment, tout commence avec le développement d'un plan personnalisé pour ensuite optimiser le traitement avec la participation du patient âgé. Donc, vraiment s'assurer que le patient fait partie du développement du plan personnalisé, plan de soins personnalisé. Lorsqu'on parle de sécurité à la maison, on parle de la possibilité de référer à un physiothérapeute ou un ergothérapeute pour la sécurité à la maison ou référer à un physiothérapeute pour un programme de prévention des chutes basé sur l'exercice. Ce qui est important, c'est d'assurer un suivi dans les 30 à 90 jours après le développement du plan individuel personnalisé pour ensuite identifier s'il y a des obstacles à l'observance du plan de soins personnalisé ou pour reviser le plan de soins en elle-même. Bien sûr, il y a aussi le développement de ressources supplémentaires. Ici, c'est plus axé pour le public et les personnes âgées elles-mêmes. Donc, que ce soit ce qu'on appelle des one-pagers sur des sujets spécifiques, l'importance d'avoir des bonnes chaussures, vérifier ses médicaments et autres. Des activités communautaires qui pourraient être faites pendant le mois de la prévention des chutes. Donc ici, c'est un journal d'activité qu'on encourage les personnes âgées de remplir pour indiquer les
types d'activités qui ont été faites au cours du mois de novembre. Il y a des pliants sur la marche sécurité en hiver et même encourager les jeunes avec une approche intergénérationnelle pour parler de la prévention des chutes, bien sûr. Pendant l'hiver, on essaie d'encourager les jeunes de marcher comme un pingouin. Donc, vraiment, ça, c'était tous des efforts pour vraiment développer des bonnes ressources, mais ce n'est pas fini là. C'est de trouver des façons de pouvoir promouvoir la disponibilité de cette information et des ressources qui sont développées dans un répertoire central en ligne. Et c'est là où est-ce qu'on a travaillé au cours des derniers mois pour développer le site web Trouver l'équilibre Nouveau-Brunswick, où est-ce que vous allez trouver ces ressources et autres au niveau de la prévention des chutes. Mais aussi, on a passé à faire un peu plus d'efforts cette année au niveau de la promotion de la disponibilité de ces ressources et aussi du site Trouver l'équilibre Nouveau-Brunswick à travers de Parlons Chute, notre campagne qui va être notre campagne annuelle pendant le mois de la prévention des chutes, donc qui est Parlons Chute. Pour essayer justement, comme que j'ai dit au début, de faciliter la capacité des personnes âgées de parler avec leurs proches et avec leurs fournisseurs de soins primaires à propos de ce qui s'est passé au cours de leur dernière année. Parce qu'essentiellement, on essaie d'encourager une visite annuelle pour le dépistage du risque de chute. Donc, essentiellement, c'est ça ma présentation. J'ai été hyper rapidement à travers des diapos, mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup à Caroline, Dominique et Richard. Il nous reste quelques minutes, puis je vois qu'on a 2 questions à répondre dans la boîte aux questions. Et puis, j'ai répondu à une de tes questions, Richard. J'ai dit que toutes tes ressources étaient disponibles en anglais et en français selon ton site. Alors, ça répond à cette question-là. Et puis, il y a une question qui demande, est-ce que les physios ont le droit d'administrer le MOCA ou MMSE ou c'est seulement les ergos? Caroline, tu pourras me corriger, mais depuis 2020, en fait, avant, je vous aurais dit oui, mais depuis 2020, pour le MOCA, il faut avoir une certification. C'est un cours qui n'est pas très, très long, là, puis vous avez l'information sur notre site. Pour le MMSE, on peut le faire passer, on peut administrer le test. Donc, les ergos, je pense que c'est la même chose. Tu as besoin de la certification aussi maintenant. Oui, mais en fait, le MOCA depuis... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Le MOCA, avant, elle était facultative. C'est une formation au coût de 125 $. Maintenant, elle est obligatoire pour tous les professionnels. Fait que ergothérapeutes, les infirmières, tous ceux qui utilisent le MOCA doivent suivre la formation. Puis en fait, le guide, c'est que la personne doit avoir les habiletés pour évaluer les fonctions cognitives. Fait que, puis on doit toujours choisir, dans le fond, la personne dans l'équipe qui est qui est le plus apte à démontrer les habiletés pour faire, on veut optimiser l'équipe finalement. Fait que s'il y a quelqu'un dans l'équipe qui est spécialisé dans ce domaine-là, ben, on va demander à cette personne-là de faire l'évaluation cognitive. Mais il n'y a pas de restriction, puis ce n'est pas que les ergos et les physios, il y a d'autres professionnels qui peuvent faire l'évaluation. D'accord. La prochaine question, est-ce possible d'avoir une copie du False Behavioral Scale par courriel, s'il vous plaît? En fait, ce que je vous proposerais, puis je pourrais le mettre aussi sur la page, Hélène, si tu veux, la page de Loop. Sur notre site Internet de la personne âgée, on présente cette échelle-là. Puis, on met l'article parce que l'échelle que j'ai montrée, elle provient d'un article qui est sur le site de la personne âgée. Fait que j'irais simplement mettre le lien. C'est peut-être plus facile de cette façon-là. Oui, puis je vais juste mentionner vite, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et j'ai une question pour Richard dans la boîte de chat. Mais oui, Caroline, Dominique et Richard vont rester disponibles sur Loop, qui est en tout temps. Vous pouvez poser des questions sur Loop et ils vont aller voir et ils vont y répondre, surtout dès que l'enregistrement et les diapos vont être mis disponibles sur Loop. Alors, assurez-vous de vérifier dans les jours qui viennent. Une question précisément pour Richard, c'est d'où proviennent les personnes âgées qui sont hospitalisées, pourcentage, domicile versus résidence privée versus CHSLD?
Donc, pour moi, les données que j'ai utilisées proviennent du Discharge Abstract Database, mais vraiment les données détaillées pour voir d'où provient exactement les différentes personnes âgées. Ça, c'est de l'information qui va prendre un peu plus de temps pour obtenir. C'est bien sûr sur mon radar de différentes sources d'informations, les utiliser pleinement pour essayer d'avoir une meilleure image de ce qui se passe ici dans la province. Donc, ça, c'est de l'information à suivre. Mais est-ce que tu es d'accord, Richard? J'ajouterais peut-être parce qu'il demande d'où proviennent les personnes hospitalisées. Est-ce que c'est plus du... Je comprends la question. D'où Comme est-ce que proviennent? c'est OK. plus, c'est ça du CHSLD? Oui, parce qu'ils sont souvent plus malades, ils ont plus de médicaments. Donc, les écrits mentionnent qu'effectivement, CHSLD, c'est des gens médicamentés qui chutent beaucoup Oui. plus que les Oui. gens à domicile, par exemple. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis finalement, il y a une dernière question, mais là, on a manqué de temps. Alors, peut-être que vous pouvez répondre, c'est dans le chat. Que suggérez-vous comme outil d'évaluation du risque de chute en milieu hospitalier pour les personnes âgées? Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être répondre dans Loop? Ou si vous avez une question, une réponse vite? OK. Alors, j'aimerais remercier tous les conférencières et conférenciers. Merci à vous. Puis, surtout, si vous voulez poursuivre la discussion avec nos conférencières et conférenciers, assurez-vous d'aller dans Loop. On va avoir une conversation qui va se poursuivre en français, il n'y a pas de problème. Et puis aussi, quand vous allez terminer, je vais m'assurer que je vous donne l'information sur Loop. Vous pouvez le trouver dans la boîte chat. Quand vous allez quitter cet écran, vous serez redirigé vers Zoom. On vous invitera à répondre à un court sondage. Si vous voulez bien connecter sur le bouton bleu, continuez sur votre navigateur, vous arriverez à la page sondage. C'est très important pour nous. On a besoin de votre opinion parce qu'on voudrait savoir quoi d'autre qu'on peut offrir en français et on veut s'assurer que la qualité est toujours comme aujourd'hui, qu'on a toujours de bons webinaires à vous présenter. Alors, encore une fois, merci aux conférencières et conférenciers. Merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Et passez une excellente journée. Bye bye.